Bonjour à tous. Je vais je vais pas pouvoir citer toute l'assemblée qui est présente parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de diversité. Je vais citer simplement un certain nombre de personnes. En tout cas, je vous remercie tous d'être présents. Le général Soriano, qui préside, ne peut pas être là à l'ouverture, il viendra que dans l'après-midi. Il représente le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est président d'honneur de ce colloque organisé ce matin. Un certain nombre de gens seront obligés de partir, de revenir. Nous le comprenons très bien, bien entendu, il n'y a pas de problème avec ça. J'espère tout de même que l'ensemble des interventions construites, on va le voir de façon un peu particulière, de façon à avoir des regards un peu croisés, permettra à chacun d'avoir une réflexion et de participer au débat. Alors d'abord, messieurs les officiers généraux, notamment, je salue particulièrement la présence du général Torrette, ancien chef d'état-major de l'armée de terre et président de Terre Fraternité. Je veux aussi saluer la présence du général Leport, président de la Fédération des anciens des troupes de marine, et du général Canicio. Est-ce qu'il est arrivé, le général Canicio? Je ne l'ai pas vu encore. Il devrait arriver, et c'est le président de Frères d'Armes. Voilà. L'ambassadeur de l'Ordre de Malte est-il là? Je ne l'ai pas vu. Il devait arriver. L'aumônier en chef, je l'ai vu. Voilà, merci d'être présent. Les attachés de défense, les aumôniers militaires, d'ailleurs même Madame le... Voilà, bonjour. Les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, le directeur du Centre de recherche internationale de Sciences Po, qui doit être par là. Il n'est pas encore arrivé. Bon. Voilà. Des chercheurs, professeurs, stagiaires de l'Université de Paris-Ouest, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, des gens du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, ici, et de l'école de guerre. L'école de guerre, j'ai vu, voilà, un certain nombre de gens présents. Normalement, le commandant Mamadi Doumbouya devrait déjà être là, non? Il est là. Il est parti chercher une bouteille d'eau. Ah là là. Il arrive. Voilà. Stagiaire guinéen à l'école de guerre, qu'on entendra tout à l'heure. Monsieur Pascal Ray, président-directeur général d'INSUCO. Monsieur Joël Viratel, directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, qui est là. Voilà, merci. Voilà. Chers amis, chers camarades officiers et sous-officiers, donc, je me présente rapidement. Je suis le général Philippe Delbos, commandant l'EMSOM, l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger, père de l'arme des troupes de marine. J'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, l'EMSOM est particulièrement heureux de vous réunir autour d'un sujet complexe, mais qui tient particulièrement à cœur de l'EMSOM, l'interculturalité. Alors, pour ouvrir ce colloque, je voudrais entrer un petit peu dans qu'est-ce que c'est que l'interculturalité. Donc, d'après le correcteur d'orthographe de Word, ce mot n'existe pas. Et s'il n'y a pas de mot, c'est peut-être qu'il n'y a pas de sujet. Mais peut-être que le monde de Microsoft Office a précisément tendance à faire oublier le concept d'interculturalité. À vous d'y réfléchir. Plus sérieusement, étymologiquement, le mot interculturel se compose des mots latins inter et cultura, qui signifient donc entre ou parmi les cultures, avec un sens de réciprocité, le mot culture étant lui-même dérivé du verbe colérer, habiter, cultiver. Il faut cultiver notre jardin, faisait dire Voltaire à Candide. J'ajouterais que pour faire de l'interculturalité, il faut échanger les fruits de nos cultures. Le Larousse nous dit que l'interculturalité concerne les contacts entre différentes cultures ethniques, sociales, religieuses, etc., et que cette notion est encore assez floue. Il précise que les distinctions entre interculturel, multiculturel et pluralisme culturel, les confusions entre culture contextuelle et culture d'origine, les conceptions généralement intégrationnistes de l'acculturation sont l'objet de nombreuses recherches en sciences humaines et sociales et n'ont pas encore donné tous leurs résultats. C'est Larousse qui le dit. L'anthropologue américain
Edward T. Hall, grand spécialiste de l'interculturel, a décrit les dimensions subjectives qui entourent quelqu'un et la distance physique à laquelle les individus se tiennent les uns des autres selon des règles culturelles subtiles. Selon lui, 4 distances principales s'établissent entre les individus: l'intime, la personnelle, la sociale et la publique. Approche complexe. Une définition qui semble couramment acceptée de l'interculturalité désigne l'ensemble des processus psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels, etc., générés par les interactions de culture dans un rapport d'échange réciproque et dans une perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires en relation. À ce stade, il me semble important de différencier les concepts d'interculturalité et de multiculturalité. Le multiculturalisme désigne généralement un concept politique qui vise la reconnaissance institutionnelle de multiples identités culturelles, ethniques, sociales, au sein d'une société. Les politiques de multiculturalisme sont sensiblement différentes d'un pays à l'autre. Elles cherchent toutes à prendre en compte la diversité culturelle, mais se heurtent à la confrontation des identités culturelles collectives et individuelles, et parfois au sentiment de perte d'identité. Ce n'est évidemment pas l'objet de notre séminaire. Le concept de multiculturalité, qui a donc des implications éminemment politiques, a plutôt tendance à brouiller la compréhension du bénéfice attendu des échanges interculturels que nous cherchons à opérationnaliser, notamment en ce qui concerne les relations internationales et la coopération militaire. Il y a donc un peu de travail devant nous, ne serait-ce que pour cerner correctement le concept d'interculturalité sans partir dans des considérations politiques ou philosophiques. Mais comme vous le savez, ce colloque est intitulé « La prise en compte de l'interculturalité dans les actions militaires », ce qui a pour objectif de recentrer le sujet sur l'application opérationnelle du concept d'interculturalité et de fixer des limites très claires à notre étude, les actions militaires. Alors, de quelles actions militaires s'agit-il ? Nous nous intéresserons aux opérations militaires, bien entendu, mais également à toutes les actions de prévention des conflits armés, de partenariat avec des forces armées étrangères, de formation des cadres et des unités partenaires, de règlement d'une crise par l'action conjointe et l'interopérabilité des forces armées. Le sujet reste vaste et nous le traiterons sous des angles très variés, en privilégiant les témoignages d'expériences vécues et les regards croisés, mais également en faisant appel à des experts universitaires, historiens et militaires, avec une ligne directrice: chercher à mieux comprendre comment interagir avec des personnes de cultures différentes au bénéfice de nos actions militaires. Avant de déclarer ouvert ce premier colloque de l'EMSOM sur l'interculturalité, je voudrais répondre rapidement à 2 questions. Qu'est-ce que l'EMSOM au juste ? Et pourquoi l'EMSOM organise-t-il ce colloque ? Alors l'EMSOM, c'est un véhicule à 4 roues. Tout d'abord, l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger est responsable des forces terrestres stationnées outre-mer et à l'étranger, ce qui constitue un ensemble d'environ 5000 personnes dans 11 régiments situés dans 10 territoires ou pays différents, dont 8 régiments des troupes de marine, 1 régiment de cavalerie et 2 régiments de légion étrangère. C'est donc une première roue solide, puissante, qui nous place parmi les principaux acteurs de l'outre-mer et de l'étranger. Ensuite, l'EMSOM effectue la formation de tous les militaires qui partent en mission hors métropole pour les préparer aux spécificités du milieu physique et humain dans lequel ils vont remplir leur mission. Cela avec une particularité: les conjoints de militaires sont invités à y participer lorsqu'il s'agit d'une mission de longue durée effectuée en famille. Cette deuxième roue donne à l'EMSOM sa place d'expert interarmé, voire interministériel, avec la participation de la gendarmerie, ainsi que de la Direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous formons également les cadres des pays partenaires qui participent à des missions de maintien de la paix. Troisième roue du carrosse, à compter de cette année, l'EMSOM crée à ses côtés un commandement de l'armée de terre pour les partenariats militaires opérationnels. Cette nouvelle structure porte l'ambition du chef d'état-major de l'armée de terre de démultiplier nos capacités d'action de partenariat depuis la définition des besoins avec nos alliés et en liaison avec tous nos partenaires institutionnels français jusqu'à la réalisation d'actions de formation, d'expertise ou de conseil,
ainsi qu'aux actions de combat en accompagnement ou en interopérabilité avec nos partenaires. La Ferrari ne serait pas complète sans sa 4e roue. L'EMSOM est la maison mère des troupes de marine, garante des traditions et de la cohésion de cette arme d'élite héritière des troupes de la marine, fondée il y a près de 400 ans par Richelieu. Mais surtout, les troupes de marine sont issues des troupes coloniales qui ont fourni le socle de la culture d'ouverture, de convivialité et d'interculturalité de l'arme. Ainsi, vous comprenez que l'interculturalité constitue le cœur de métier de l'EMSOM. De par son histoire, l'armée de terre possède une compétence historique dans ce domaine. Elle aborde l'interculturalité avec une approche pragmatique, faite de simplicité et de relationnel, approche particulièrement développée par les troupes de marine, de par leur culture d'armes et l'expérience acquise partout dans le monde depuis de très nombreuses années. L'EMSOM est fortement sollicitée pour son expertise. La division formation de l'EMSOM, qui est l'organisateur de ce colloque, participe aux relations internationales de la France dans le domaine de l'interculturalité. Je ne citerai que les dernières demandes en l'espace d'1 an en provenance de 6 nouveaux pays qui souhaitent partager notre expérience. La Corée du Sud, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, le Brésil et le Japon. C'est les tout derniers, ça n'obère pas sur le reste de nos travaux avec tous les autres pays, bien sûr. Mais c'est bien sûr un sujet très complexe qui mérite en permanence d'être approfondi et d'être confronté à des expériences et des regards croisés dans un souci de réalité et d'efficacité. L'EMSOM veut donc également s'enrichir de votre réflexion. Nos instructeurs pays sont dans cette salle et gagneront en connaissance et en ouverture avec des angles d'approche différents dans un esprit de formation des formateurs. Merci d'avance pour tout ce que vous nous apportez, non seulement les conférenciers, mais également vous tous, par vos questions, les réflexions qui ne manqueront pas d'enrichir le débat. Et maintenant, je déclare ouvert ce premier colloque intitulé « La prise en compte de l'interculturalité dans les actions militaires ». Je cède la parole au colonel Renaud Devouge, commandant adjoint de l'EMSOM, qui possède une grande expérience de l'interculturalité, notamment grâce à ses 4 années d'attaché de défense en Guinée et à ses 2 années de commandement de régiment en Nouvelle-Calédonie. C'est lui qui va animer les débats de la matinée. À toi, Renaud. Merci beaucoup. Merci, mon général. Et merci d'avoir des colloques ouverts, ce colloque. Donc, bonjour à tous et à tous. Nous allons donc, sans attendre, rentrer directement dans le vif du sujet pour ce matin, avec 2 intervenants avant la pause qui aura lieu normalement à 11h-5. Donc, dans un premier temps, nous aurons Pascal Ray, qui est un grand spécialiste de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, qui est actuellement à Djibouti, qui est docteur en géographie du développement, qui est patron d'un bureau d'études qui travaille actuellement dans de nombreux pays et qui est un spécialiste justement de la médiation interculturelle et de la connaissance de l'autre et des échanges entre les différents acteurs économiques. Donc, je vais laisser intervenir tout de suite. Et puis ensuite, nous aurons le commandant Mamadi Doumbouya, que je connais depuis la Guinée, puisque j'avais fait sa rencontre à Conakry. Il est aujourd'hui officier stagiaire à l'école de guerre ici, à l'école militaire. Et ce matin, nous allons parler de regards croisés, et de regards croisés parfois un peu décapants, puisque j'ai demandé au commandant Mamadi Doumbouya de nous dire quelle était la perception par les officiers nationaux dans leur pays, de la présence dans leur armée, dans leur pays et par le biais de la coopération des officiers étrangers, c'est-à-dire de nous, les Français, les Américains, les Britanniques, les Chinois, enfin, de quelle manière ils voyaient les officiers étrangers qui travaillaient chez eux. Et je pense que ces échanges vont être particulièrement intéressants. Donc je laisse tout de suite la parole à Pascal Ray qui va vous faire une présentation sur les risques d'incompréhension. C'est un sujet qu'il connaît bien parce qu'aujourd'hui, qui est à Djibouti, il côtoie également, et les Djiboutiens bien sûr, mais également les militaires français qui se trouvent aux forces françaises à Djibouti. Et donc je pense que nous allons avoir un regard tout à fait passionnant. Je fais une remarque simplement, tout à fait ancillaire. Il y a un changement de programme pour la salle du déjeuner. Et vous savez tous que le repas, c'est un élément important dans le colloque. Le repas n'aura pas lieu dans le pavillon Joffre dans lequel nous étions ce matin,
parce qu'il sera occupé tout à l'heure par la famille de notre camarade, le général Brice-Oudette, qui vient de perdre un de ses garçons et qui est enterré ce matin. Enfin, les obsèques ont lieu ce matin et donc ils seront reçus au pavillon Joffre. Et nous irons déjeuner à la Rotonde Gabriel au lieu d'aller au pavillon Joffre. Ce sera un petit peu plus loin, donc je vous demanderai d'être attentifs aux horaires de manière que nous ne perdions pas de temps et que nous puissions continuer de travailler directement dans le vif du sujet. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Pascal Ray qui va aborder les risques d'incompréhension. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier l'ENSOM de me permettre d'intervenir pour parler de ce qu'est l'interculturalité. En me présentant très rapidement, puisque ça vient juste d'être fait, je suis agroéconomiste au départ, effectivement docteur en géographie, et mes travaux de recherche portent essentiellement sur tout ce qui est les processus décisionnels au niveau micro-local, tout ce qui concerne aussi la gestion du territoire, donc entre autres par les autorités coutumières et les organisations sociales locales, et également tout ce qui est lié au droit foncier, tout ce qui est connexe à ces questions-là, donc les conceptions aussi locales de la justice, on va avoir l'occasion d'en parler. Donc pourquoi alors également je dirige un groupe qui s'appelle INSUCO, qui est un bureau d'études avec de nombreux bureaux en Afrique et en Amérique latine. Et on travaille aussi beaucoup sur ces questions de patrimoine culturel ou plus généralement d'interculturalité, notamment dans le secteur privé. Et peut-être que je ferai des parallèles à certains moments entre ce que c'est qu'une induction à l'interculturalité dans le secteur privé et peut-être quelques exemples qui peuvent être pris ou quelques inspirations pour l'armée. Et plus généralement, on travaille aussi beaucoup sur les questions de patrimoine culturel. Donc pourquoi je suis ici aujourd'hui? J'avais été invité dans un premier temps par le colonel de Vouges à participer en tant qu'observateur aux formations qui sont dispensées par l'ENSOM aux troupes, mais également, comme ça vient d'être dit, à leurs familles. Et ça m'a permis de comprendre un petit peu quels étaient à la fois les objectifs de l'ENSOM, mais également la façon d'aborder cette question de l'interculturalité. Donc c'est bien l'objet de ma présentation. Je tiens à dire dès le début que les ethnologues ou anthropologues présents seront un peu déçus, parce que je suis obligé de faire des raccourcis. La question n'étant pas de vous dispenser d'un cours d'anthropologie approfondi, mais plutôt de s'interroger en quoi la compréhension d'un paradigme qui est l'interculturalité peut aider à la fois à l'intégration des troupes françaises, mais également de leurs familles plus largement pour les affectations longues, et aussi comment cette question-là peut être intégrée dans tout ce qui est la réflexion stratégique de l'intervention, notamment dans le cadre de certaines missions, et on y reviendra. Donc il est certain qu'il existe des fossés entre différents référentiels culturels. Je parle des référentiels culturels africains. Je vais faire des raccourcis, mais on va essayer aussi de ne pas trop généraliser, puisqu'il y a une diversité, évidemment, le mot Afrique sous-tend une diversité très importante entre les différentes sous-régions, mais entre différents pays également, et je dirais même entre certaines zones d'un même pays. Beaucoup vont parler de la Guinée par la suite. On est sur un nombre de groupes ethnolinguistiques très très importants à l'intérieur même d'un même pays qui est la Guinée. Et également, il faut voir que le référentiel culturel aussi français peut prêter à des incompréhensions lorsqu'un militaire évolue dans d'autres contextes culturels. Donc finalement, il s'avère souvent difficile pour deux armées aux habitus et repères culturels différents de converger vers un but commun de réalisation d'une mission de coopération. Et ces incompréhensions peuvent pénaliser à la fois l'efficacité effectivement de l'intervention, la communication entre les armées, on en parlera, mais plus généralement un climat de confiance qui est très souvent primordial dans des situations de coopération militaire. Donc ce que j'aimerais qu'on touche du doigt, c'est finalement comment partir de phénomènes du quotidien, c'est-à-dire de phénomènes qui sont observés et observables dans la vie de tous les jours, pour essayer de commencer à faire entrer des notions d'ethnologie, d'anthropologie ou de compréhension plus largement des organisations sociales. C'est-à-dire qu'on ne rentre plus de front par essayer d'expliquer l'autre, mais on part vraiment de choses qui sont parlantes et de phénomènes qui sont de façon récurrente observés par les troupes françaises à l'étranger. Ce sera également donc l'occasion d'élargir aussi la discussion plus largement aux modes d'intervention
suivant les contextes, et voir si finalement, à vouloir toujours défendre un modèle culturel qui est notre modèle culturel, on ne va pas à l'inverse finalement des objectifs voulus pour une mission. Donc ça, j'y reviendrai. Alors, il y a un petit côté Jean-Michel Jarre, parce que j'ai deux... Voilà, projection. Donc, l'objectif de la présentation, comme je viens de le dire, ce sera d'essayer de voir sur quelques phénomènes qui vont être très parlants. On va parler de hiérarchie, on va parler de conception de la justice et d'autres phénomènes pour essayer de comprendre à la fois quels sont les obstacles dans le référentiel culturel de l'autre pour la compréhension des actions qui sont menées justement par l'autre en général, mais aussi essayer vraiment de véhiculer une idée qui est que ces référentiels culturels sont effectivement le fruit d'une histoire, d'un héritage, mais vont au-delà de ça, ils sont la réponse et la construction empirique de certaines sociétés par rapport à un contexte, par rapport à des contraintes, par rapport à des opportunités, et finalement que ces référentiels culturels que de prime abord, puisqu'on entend souvent des troupes françaises que je côtoie régulièrement à Djibouti, s'interroger vraiment sur la pertinence de certaines pratiques, il faut essayer de vraiment transmettre le fait qu'elles ont une légitimité très forte et qu'elles se sont construites lentement et que si on peut encore observer ces sociétés, c'est qu'elles ont développé finalement un référentiel culturel des pratiques qui sont les plus adaptées à ce contexte. Les autres ont théoriquement disparu. Donc au-delà de ça, c'est comprendre l'autre, avoir aussi la volonté de voir que quand il y a des phénomènes qui ne semblent pas explicables, on peut s'intéresser et essayer de trouver dans le référentiel culturel pourquoi ces phénomènes ont lieu, mais également qu'ils ont une légitimité très forte et très ancrée dans un contexte. Donc, ensuite, très rapidement sur la zone concernée, alors le titre c'est sur l'Afrique subsaharienne. Évidemment, c'est très très globalisant. Je l'ai dit, des ethnologues seront un peu déçus par des raccourcis qui sont faits, mais au-delà de ça, effectivement, on va parler de l'Afrique subsaharienne avec un grand A, et c'est très très limitatif. Donc j'essaierai de prendre des exemples qui sont assez transversaux sur de nombreux pays africains, notamment ouest-africains, mais voire jusqu'à Madagascar. Et donc de faire, comme je vous le disais, quelques raccourcis, l'objectif étant plutôt d'essayer de voir comment on peut aborder l'interculturalité que véritablement dispenser un cours d'ethnologie. Donc, voilà. Donc je vous propose dans un premier temps de s'interroger assez rapidement sur la question de la hiérarchie, qui est effectivement certainement un thème très parlant pour le corps de l'armée, notamment ceux qui évoluent à l'étranger. Et si effectivement on pense de prime abord que ces hiérarchies sont construites sur un ensemble de symboles sur les épaules de nos interlocuteurs, il y a d'autres modes de hiérarchie qui sont beaucoup plus ancrés dans certaines cultures et qui auront finalement parfois plus de poids que les grades qui sont affichés au départ. Donc pour percevoir ça, je vais vous proposer de rentrer un petit peu plus en détail sur certains types de hiérarchies qu'on rencontre en Afrique pour comprendre ce qui peut intervenir au-delà du grade des interlocuteurs. Donc un des critères les plus fréquemment rencontrés est ce que j'ai appelé ici la dichotomie fondateur-étranger. Dans très nombreuses cultures ouest-africaines, mais qu'on retrouve aussi sur certains pays d'Afrique centrale et jusqu'à Madagascar, le fondateur, c'est-à-dire la personne qui peut évoluer en brousse, et ça a énormément d'importance, quelqu'un donc qui est très souvent en contact avec la surnature, avec les génies, avec tout ce qui pourra compter au niveau des entités surnaturelles, a déjà une capacité de se déplacer sur des espaces où les autres n'osent pas pénétrer. C'est souvent un chasseur ou un grand guerrier qui va donc évoluer pour trouver un nouvel emplacement d'occupation du territoire pour constituer un village. Ces fondateurs vont avoir ce qu'on appelle un acte fondateur, donc c'est très variable. Dans certaines cultures, c'est
essayer de discuter avec des génies. On est sur des formes d'animisme où des entités surnaturelles vivent dans des arbres, dans des paysages, on va dire, remarquables. J'en ai quelques-uns sur la vidéo qui sont montrés là et quelques photos qui vont suivre. Et cette personne va commencer à négocier finalement une autorisation de s'installer et voir si des accords peuvent être trouvés. Donc c'est particulièrement important puisque c'est ça qui va lui donner une force sur le territoire, qui va permettre en fait de créer la légitimité pour lui, pour son lignage, pour sa famille en tant que fondateur, mais également qui va le transmettre à toute sa descendance. Donc cet acte fort, Donc, comme je disais, c'est souvent sur des paysages remarquables. Ça peut être des roches, ici. Donc, c'est 2 roches qui abritent un couple de génies dans une certaine zone de Guinée. Là, on est sur des roches affleurantes en zone de mangrove. Donc, c'est effectivement un phénomène géomorphologique assez rare. Donc, c'est des lieux qui sont souvent empreints d'une certaine surnature. Ça peut être un très grand arbre à côté d'un village. Ça peut être des paysages entiers. Là, on peut voir des zones avec le Rif affleurant à Djibouti. Mais donc, ce sont des zones qui marquent par leur originalité. Donc, le fondateur va créer son village. Et à propos des lignages, très rapidement, on peut en parler. Ce qu'on appelle un lignage et un patriarche. Alors, ici, on aurait en un le patriarche, celui qui a fondé le village, et il va transmettre à toute sa descendance les clauses de l'accord. Toute sa descendance, donc là on est sur des modes de descendance, de transmission patrilinéaire, va hériter de ces clauses de contrat, mais surtout du statut de fondateur. L'objectif de tout, donc c'est toujours marqué sur des territoires. Là, on peut voir ça marche aussi sur des cultures qui sont plus sur des modes d'organisation tribale. Mais donc, il va s'installer. Alors ici, on voit, le fondateur a commencé à construire un village, va contracter des accords avec le génie. Pour la petite histoire, ici, il avait essayé avant de trouver des accords avec les génies en place ici, mais ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu d'accords qui ont été trouvés. Et donc, il s'est rabattu sur un autre génie qui l'a autorisé à s'installer. Et il va pouvoir commencer à cultiver des zones du territoire villageois sous le bon vouloir donc, du génie. L'objectif de tout village étant de se développer, il va pouvoir accueillir d'autres familles, d'autres lignages, et notamment les lignages ici que j'ai appelés A et B vont devenir ses dépendants. Ce sont donc de nouveaux patriarches qui vont arriver de lignage et qui vont se développer au niveau démographique. Et quelques générations après, on se retrouve donc avec des familles qui sont assez importantes, mais toujours avec cette hiérarchie fondateur-étranger. Cette hiérarchie va permettre de donner des droits d'accès à ces étrangers, etc., et aussi de gérer le territoire villageois en donnant des droits à des individus ou à des lignages entiers. Alors, je passe un peu plus vite, mais on voit qu'il y a de nombreuses activités qui sont possibles. Là, j'ai pris un exemple de territoire villageois avec des espaces exondés et des espaces inondables qui permettent aussi bien la saliculture que la riziculture, etc. Mais tout converge vers le lignage fondateur qui reste le seul décisionnaire sur un territoire parce qu'il est le seul, finalement, à connaître les accords qui ont été négociés plusieurs générations avant. Et on voit l'importance à la fois de l'héritage, on y reviendra par la suite, mais également la transmission orale et tout ce qui va concerner les témoins dans les accords, c'est-à-dire que je vous donne l'accès à une terre, j'ai besoin de témoins, de tierces personnes en permanence pour tout ce qui est la connaissance finalement de tous ces accords qui restent toujours sur des bases orales. Ça permet également, ce pouvoir très fort centralisé sur un territoire, d'avoir aussi une gestion cohérente de l'environnement de ce territoire villageois. Je parlais tout à l'heure de la légitimité, de la cohérence et de l'adaptation à un contexte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de développement durable dans nos sociétés depuis une trentaine d'années. Ces sociétés-là le pratiquent sans forcément lui donner ce nom-là depuis plusieurs siècles. C'est pour ça qu'ils peuvent continuer à exploiter ces mêmes territoires des siècles après. Il y a une conception aussi de la durabilité des ressources naturelles disponibles sur le territoire villageois. Et, encore une fois, les garants de ce maintien, du maintien de cette durabilité restent le lignage fondateur, l'autorité coutumière, qui très souvent se réunit sous forme de conseils, alors en l'occurrence ici de conseils des sages,
où le lignage fondateur garde son poids et toute l'autorité sur le territoire. Et également, on le voit, donc toujours de contrôle de la coupe sur des bandes qui sont très importantes pour la gestion des flux et reflux, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais également, enfin, en haut à gauche, cette fameuse forêt sacrée occupée par des génies au départ, finalement, les croyances magico-religieuses aussi à l'intérieur de cette communauté participent à la durabilité des ressources. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit-là, personne n'ose y pénétrer, il n'y a pas eu d'accord avec les génies, on ne ponctionne pas sur les ressources, et ces lieux sont très souvent des lieux avec des indicateurs en termes de biodiversité très importants. Dans des communautés où la pharmacopée traditionnelle tient une grande place, on voit aussi que ça a son importance, et que donc ces croyances se sont aussi construites de façon empirique, avec une cohérence par rapport au territoire. Et ce sera particulièrement important pour ce qu'on va discuter par la suite. Donc voilà, on voit, là c'est un peu un tableau récapitulatif qui montre toute l'intervention en termes décisionnels de ces autorités coutumières sur les différents espaces du territoire villageois, et encore une fois, qui justifie quelque part cette autorité forte qui a effectivement énormément de privilèges, on le verra tout à l'heure, a des accès aux ressources facilités, etc., mais également un ensemble de devoirs vis-à-vis de sa communauté qu'il est important de garder à l'esprit, à savoir donner l'accès à tous aux ressources, même si elle se fait de façon inégale et inéquitable. On le reverra par la suite sur tout ce qui est conception de la justice. Donc on comprend à ce stade qu'il existe différentes hiérarchies, et là, encore une fois, ici c'est important sur ce schéma-là, le lignage fondateur qui a un ensemble de droits qu'on pourrait appeler éminents, qui tire directement de sa capacité d'avoir communiqué au tout départ avec les génies en place, avec les ancêtres, ça va dépendre des différentes cultures. Les étrangers du lignage fondateur, ceux qui ont négocié directement leur installation sur un territoire avec le lignage fondateur. Et enfin, on pourrait dire encore une autre strate, des étrangers d'étrangers, ceux qui ont négocié avec des étrangers pour pouvoir s'installer, qui sont encore avec des droits d'accès peut-être en seconde main. En plus clair, on comprend bien que finalement, si on s'appelle Monsieur Diallo ou Monsieur Camara, dès la naissance, sa vie ne sera pas la même que si on s'appelle Monsieur Traoré ou Monsieur Doumbouya, j'en sais rien, dans un même village, suivant qu'on appartient au lignage fondateur ou au lignage étranger reçu. Ces hiérarchies peuvent se retrouver également dans l'armée, c'est-à-dire que ces phénomènes de dépendance sont quand même très très forts, ancrés dans des héritages profonds, et on peut se retrouver finalement face à un corps d'armée étranger avec des individus qui viennent de même zone et où ces relations finalement lignagères peuvent être encore marquées, même si les grades vont dans un autre sens, et ces phénomènes de dépendance peuvent également exister au sein de l'armée. Un autre élément aussi qui est important, on parlait de rupture de confiance, et là je peux donner un exemple très très concret. On a parlé tout à l'heure effectivement des troupes, mais aussi de leurs familles qui peuvent les accompagner sur des affectations longues. Un phénomène du quotidien dont j'ai entendu plusieurs fois parler, c'est pas possible, on se moque de moi, c'est la 3e fois qu'il va à l'enterrement de son père. Là, je pense qu'il y a vraiment un problème, il me prend pour une buse, et là, du coup, la confiance est rompue assez rapidement. Non, c'est toujours une question de terminologie, et effectivement, ces hiérarchies dont je viens de parler entre des familles peuvent également exister au sein de mêmes familles ou au sein d'ensemble de familles, simplement sur des questions générationnelles. Alors, on connaît tous ces hiérarchies basées sur les sages, c'est-à-dire le plus vieux qui a souvent la parole, c'est un peu une vision répandue, mais ça va au-delà de ça, c'est des différences aussi générationnelles. C'est-à-dire qu'on a une génération des pères et souvent une génération des fils. Sachant que, par exemple, un aîné de lignage ou un aîné de la génération des fils doit aller à l'enterrement de ses pères. La 3e fois qu'un individu a pu vous dire « je vais à l'enterrement d'un père », il ne vous a pas menti, il allait bien à l'enterrement d'un père. La question aurait été de savoir effectivement si c'était son père direct
ou pas en termes d'hérédité. Mais donc là, c'est des phénomènes vraiment concrets où on peut observer une rupture de confiance aussi bien entre deux corps d'armée, mais même, je dirais, tout simplement dans le terme du travail au quotidien, puisque les troupes, l'armée française à Djibouti a aussi recours énormément à des sociétés de sous-traitants djiboutiennes, et c'est vrai dans d'autres pays. Et cette collaboration dans le cadre professionnel peut amener effectivement à des incompréhensions aussi qui sont liées à l'interculturalité, comme l'exemple que je viens de montrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que la personne aille aux 3 enterrements, mais au moins de réaliser qu'il n'y a pas eu de rupture de confiance ou de manipulation volontaire au départ. Ah, c'était pas le bon. Plus généralement aussi, il faut voir qu'il y a un ensemble de types de pouvoir, de pôles de pouvoir qui ont pu être récupérés par la suite par ces autorités coutumières. Plutôt que de lutter contre des nouvelles formes d'autorité qui ont pu s'inscrire historiquement dans certains pays, elles ont été très souvent accaparées par ces autorités coutumières. On peut prendre quelques exemples. La notion de chefferie. On sait ce qu'est un chef dans l'armée capitale. Le chef, celui qui est décisionnaire, qui va décider. Là, dans de très nombreuses cultures, et ça a été un phénomène observé notamment lors de la colonisation par l'administration coloniale, qui cherchait des chefs et des représentants des communautés, de nombreuses communautés locales en Afrique, et avait affaire à ce qu'ils appelaient des chefs de village. Mais vous vous doutez bien que les autorités coutumières ne se sont jamais mises en première ligne dans ces moments-là, et ont très souvent nommé des chefs parmi notamment leurs étrangers, des personnes qui mettaient en avant, mais qui étaient simplement des délégués, des personnes qui véhiculaient les décisions et la parole, mais en aucun cas des décisionnaires, ce qui a créé énormément d'incompréhension et de difficultés de communication entre l'administration coloniale et de nombreuses communautés ouest-africaines notamment, parce qu'il y avait des circulaires de l'administration même qui existaient à ce propos-là. Et on comprend bien que cette notion de chef, qui n'est qu'un délégué, ne peut pas prendre de décision dans l'immédiat, mais va devoir aller faire des allers-retours finalement avec les conseils des sages ou les conseils des vraies autorités pour pouvoir marquer une décision. Si ces notions-là ne sont pas acquises finalement dans le cadre de la coopération militaire, on peut comprendre qu'il peut exister, alors j'en parlerai après, des oui ou des assentiments ou des décisions qui finalement n'auront aucune chance d'être appliquées derrière. On peut parler aussi de l'administration locale. Alors, c'est vrai que j'ai très peu de temps, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est la même chose sur l'administration. On peut penser à la décentralisation, où, pareil, en pensant que ce sont des élus locaux, ils vont pouvoir prendre des décisions rapides, ils sont aussi sous la coupe de ces autorités coutumières qui peuvent être le plus souvent dans l'ombre et donc pas être en mesure de prendre des décisions rapidement. On comprend un peu l'intérêt de s'intéresser à ces questions-là, de tout ce qui est décision rapide, je pense, dans l'intervention militaire. Plus généralement aussi les pouvoirs religieux, de la même façon, quand l'islam a commencé à pénétrer certaines zones de l'Afrique, plutôt que de lutter contre l'arrivée de cette religion monothéiste, souvent les autorités coutumières, aussi garants des communications avec les génies, ont absorbé progressivement ces nouveaux pôles de pouvoir, soit eux-mêmes dans leur lignage, soit en le donnant à des lignages étrangers, ce qui pouvait aussi favoriser la sédentarisation de ces lignages étrangers et donc l'agrandissement du village qui restait quand même un objectif pour l'autorité coutumière. Avoir une autorité mais n'avoir personne pour l'exercer, c'est vrai que c'est moins intéressant. Ce qui explique aussi certaines formes de construction de l'islam dans beaucoup de pays, on pourra y revenir derrière. Alors, un trop de télécommande, hop. Voilà, donc justement, on y vient aussi sur tout ce qui est ces croyances en général. Alors, ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur les processus décisionnaires au niveau local. À aucun moment, je me pose la question de savoir si les génies existent ou n'existent pas. À aucun moment, je me pose la question de savoir s'il y a vraiment une communication entre les ancêtres ou pas dans certaines autres zones. C'est un fait qui fait partie de l'organisation sociale locale. C'est une entité qui est là au même titre que des choses qui sont plus tangibles, certainement pour nos cultures. Donc la question ne se pose pas. À aucun moment on est en droit où il est même nécessaire de s'interroger pour savoir si effectivement les génies existent ou pas, si les ancêtres existent ou pas, si les totems, etc., ont une vérité cartésienne.
il faut l'intégrer comme un élément de l'organisation sociale et pas se poser la question de ça, puisque c'est une valeur tangible des organisations de la culture de celui qui est en face. Je parlais de la position du chasseur, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans de nombreux corps d'armées africaines, des personnes qui ont une capacité d'aller dans des zones où les autres ont peur de pénétrer, donc qui peuvent avoir des fonctions particulières au sein de l'armée, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi d'aborder, qu'on n'aura pas le temps de creuser aujourd'hui, mais on est vraiment dans cette logique de voir les différents thèmes qui pourraient permettre de rentrer dans l'interculturalité. Tout ce qui est lié à l'animisme, je parlais effectivement de ce syncrétisme en fait, entre l'islam et l'animisme qui fait que la matière première n'est plus des matériaux de la nature, mais plutôt la sourate. Et donc on trouve des sourates pour tout, pour ne pas prendre les balles sur le champ de bataille, pour régler des problèmes d'amour au quotidien. Bon, c'est très variable, on trouve des sourates pour tout, et donc la matière première restera la sourate qui peut être écrite sur des tablas, on va la laver derrière, récupérer l'eau et l'encre et pouvoir se laver avec. Et c'est aussi des phénomènes qu'on retrouve dans l'armée, c'est aussi intéressant, je pense, de les évoquer dans le cadre de la formation des troupes qui vont à l'étranger. Un autre phénomène, alors là je vais un peu vite, voilà. Un autre phénomène qui est particulièrement intéressant de discuter là pour montrer véritablement les fossés qui peuvent exister entre les cultures et jusqu'où ça peut aller, et qui nous permettra également de discuter plus largement de l'intervention militaire à l'étranger par la suite. Donc j'en parle ici rapidement et je l'ai évoqué tout à l'heure. On ne va pas se mentir, il y a effectivement un fossé en termes d'accès entre un lignage fondateur, si on reprend cet exemple-là, et les lignages étrangers. Le lignage fondateur et toute sa descendance, tous ceux qui font partie de ce lignage-là, ont un ensemble d'avantages très importants dans l'accès aux ressources. Ce seront des parcelles plus grandes, plus proches du village, etc. Donc il existe une iniquité certaine dans l'accès aux ressources. Donc tout est sous le contrôle des fondateurs, je le disais tout à l'heure, et donc un accès plus aisé aux fondateurs. Évidemment, ce n'est pas la bonne. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le droit d'usage imprescriptible que détient tous les membres de la communauté, c'est-à-dire que dans certaines zones, là je prends un exemple, c'est la Guinée maritime, où 98% des ménages ont pu pratiquer une activité annuelle, agricole annuelle, c'est-à-dire que tout le monde a accès à la terre, a accès aux ressources, et donc très souvent il n'y a pas de paysans sans terre. On est donc dans des communautés, décidément, des communautés très inégalitaires, là je suis allé un peu vite, mais qui donnent un accès pour toutes et qui ne créent pas de laissés pour compte. C'est comme ça que tient finalement ces communautés locales. Et on peut donc s'interroger plus largement sur les conceptions locales de la justice, en revenant très rapidement sur notre modèle rawlsien. Donc le principe d'égalité des chances, qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'en gros, que les inégalités... Alors d'abord, il y a le principe d'égale liberté, on est tous égaux devant le droit, c'est notre modèle de justice. Ensuite, le principe d'égalité des chances est dicté par John Rawls, qui dit qu'en gros, les inégalités sont acceptables et tolérables si tout le monde y avait accès de la même façon au départ. Enfin, le principe de maximal, ou le principe de différence, qui veut que ces inégalités sont acceptables si ceux qui sont dans des meilleures positions travaillent pour une redistribution vers ceux qui sont tout en bas de hiérarchie sociale. Donc, en gros, c'est ça notre modèle. Et d'un autre côté, je viens de parler d'un autre modèle qui est clairement inéquitable. Je le disais tout à l'heure, vous vous appelez Doumbouya ou vous vous appelez Camara, on sait déjà dès la naissance qu'il y aura, ce sera plus ou moins facile dans la vie en termes d'accès aux ressources, en termes de survie du ménage. Mais d'un autre côté, aucun laissé pour compte. Donc comment ça se traduit dans la résolution des conflits, qui est un lieu d'expression finalement des modèles locaux de justice, c'est qu'on a clairement une gestion des conflits qui est basée sur les hiérarchies sociales. Un fondateur ne pourra pas perdre par rapport à un étranger lors d'un conflit. Un père ne pourra pas perdre contre un fils. Un aîné contre un cadet, etc. Mais les autorités coutumières, le Conseil des sages, fera toujours en sorte que... donc ça, c'est donc une hiérarchie sociale qui est établie sur l'hérédité, donc je viens de le dire, et sans égalité des chances.
mais on fera toujours en sorte de prendre en compte les intérêts des différents individus. En clair, celui qui va perdre, c'est dès le début qu'il va perdre, mais on fera en sorte qu'il ne perde pas tout. C'est-à-dire que les jugements seront donnés dans des bornes de l'acceptable. Et finalement, on cherche la satisfaction des deux parties dans ces modes de résolution de conflits, ce qui est complètement difficilement compréhensible pour nous, où il y a plus une recherche de la vérité. On n'a jamais vu un juge à la fin d'un procès en France se demander à la fin si tout le monde est content par le jugement qui a été donné. Là, on est vraiment dans une logique finalement de maintien de la paix sociale. Et donc, il n'y a aucun problème à dire que le système est complètement inéquitable au début. On comprend bien que ces logiques de justice, de conception de la justice, peuvent avoir un poids aussi très important dans l'intervention plus générale dans certaines missions de l'armée, et on va y revenir après. Donc là, je me suis un peu appesanti là-dessus pour pouvoir derrière avoir des bases de discussion. Donc finalement, on comprend que, et c'est important pour moi aussi de transmettre cela, hein, je vous le disais tout à l'heure, ces différences culturelles, ces organisations sociales qu'on peut observer, s'inscrivent dans un contexte et ont une légitimité par rapport à une construction empirique lente au cours des siècles. Donc finalement, l'autorité coutumière dans ces contextes que je suis en train de décrire peuvent se justifier et être légitimées finalement par une gestion cohérente du territoire villageois, je l'ai discuté tout à l'heure, qui est soucieuse d'assurer la reproduction du système, et c'est important pour l'ensemble de la communauté. On parle de la survie de la communauté, et aussi la volonté de maintenir une certaine paix sociale dans cette communauté, notamment par les modes de résolution des conflits que je viens de discuter. Donc on comprend aussi qu'il y a un consensus ou une forme de contrat social qui permet finalement une forme d'acceptation de ces hiérarchies. Elles ont véritablement une cohérence et une légitimité en amont qui participent à la survie donc du système. Donc là, je vais rebondir sur complètement autre chose, qui est, on va rentrer maintenant plus dans le ménage et moins dans l'aspect communauté et collectif. On est dans des sociétés où il n'existe pas d'assurance derrière, souvent d'appui du gouvernement, pas de chômage, pas d'assurance retraite, etc. Et donc, on va avoir une gestion du risque au niveau des ménages qu'il est aussi important de comprendre quand on a affaire à un autre référentiel culturel. Et là, je dirais que on peut presque faire des généralités et globaliser à pratiquement tous les pays subsahariens. On est dans la gestion du risque au niveau économique qui consiste à multiplier les sources de revenus. Tout ménage a un ensemble d'activités qui lui permettent de gérer les risques et d'assurer donc la survie de son ménage, aussi bien au niveau des pôles de revenus, mais aussi de leur forme. C'est-à-dire que dans certains pays, et je prendrai souvent la Guinée, il faut m'excuser, mais c'est parce que j'y ai passé énormément de temps, le franc guinéen n'a pas la même valeur d'une année à l'autre. Il a même pu tomber très très bas, et donc il n'est pas intéressant d'accumuler des liasses de francs guinéens sous son matelas, mais de multiplier, donc je disais, les sources de revenus, mais aussi leur forme, et donc d'avoir également du vivrier, et d'assurer par exemple la production de riz pour assurer la survie de son ménage pour une année. On comprend bien dans ces cadres-là que donc voilà, le principe de la pluriactivité va permettre d'avoir des revenus à la fois moyens qui viennent de très nombreuses formes d'activité. On peut parler d'élevage, on peut parler de pêche, on peut parler de tout ce qui est les différentes cultures annuelles, etc. Mais également des revenus monétaires. On peut voir de l'un à l'autre, par exemple, que le riz a presque disparu en revenus monétaires, parce que dans cette communauté-là, il s'agit vraiment d'une culture vivrière, c'est-à-dire d'assurer sa production pour l'année. En quoi ça nous intéresse, ces logiques de fonctionnement? C'est que très souvent, ce que j'ai entendu aussi, c'est des phénomènes qu'on observe dans l'armée, c'est-à-dire que des personnes peuvent avoir d'autres activités. Alors ça peut aller d'une personne qu'on peut employer ou avec qui on peut travailler et se choquer et être choqué que quand il a fini son activité le soir, il va en faire une deuxième, voire une troisième derrière. Et j'ai même entendu certains Français se sentir trahis par ce phénomène. C'était quand même un plein temps dont il s'agissait au départ. Mais on comprend bien que c'est
alors là je vais trop loin, clairement ancré dans ces stratégies depuis des générations, mais dans un référentiel culturel où il n'y a pas d'aide extérieure, où il n'y a pas d'assurance, où il n'y a pas de garantie sur du long terme, et donc on ne peut pas tout miser finalement sur un seul emploi salarié, sur seulement des activités commerciales, mais bien sur un ensemble d'activités, toujours dans une logique de gestion du risque qui est, encore une fois, très cohérente et adaptée au système qu'on discute. Donc ça peut porter... zut, j'ai fait une petite bêtise, c'était pas le bon, voilà. Ça peut porter aussi sur des phénomènes remarquables, l'absentéisme, ça va beaucoup plus loin. Quand on voit que dans de très nombreuses administrations, il y a pléthore de fonctionnaires, et là on peut sortir même du cadre de l'armée, c'est-à-dire qu'il suffit, notamment en Guinée, d'avoir une licence pour être directement fonctionnaire de rang B et une maîtrise pour être fonctionnaire de rang A. Donc même on peut être nommé préfet simplement sur le diplôme sans avoir de concours à passer derrière. Bah, quand le revenu est très très bas pour les fonctionnaires, il est très très fréquent que certains travaillent dans le secteur privé et viennent juste à la fin du mois récupérer donc, ce qui est plus assimilé à une forme de rente que véritablement un salaire pour des activités. Ça nous emmène également à la question de la corruption. Il faut voir ce qu'on appelle aussi la corruption dans certains pays, mais quand un fonctionnaire ne gagne que 50 € ou 100 € par mois et on sait que ça ne permet pas de nourrir sa famille au quotidien, d'autres formes d'entrée d'argent, et alors je donnerai l'exemple de ces barrages militaires. On voit effectivement, même si on est en règle ou on se voit demander un billet ou quelque chose, ça fait partie de la fonction. C'est-à-dire que la rétribution prévue au départ, dans sa prise de fonction, est à la fois la solde qu'on pourra avoir à la fin, mais également les avantages qui sont tirés à côté, sans forcément que ce soit perçu dans cet autre référentiel culturel comme une forme de corruption. Donc il faut aussi comprendre ces notions de corruption. Alors les affiches de la Banque mondiale, etc., avec un grand glaive qui dit « il faut lutter contre la corruption », sont très intéressantes. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le bon angle d'entrée pour y parvenir. Peut-être de diminuer le nombre de fonctionnaires, peut-être d'augmenter effectivement les salaires pour avoir la prétention derrière de demander une effectivité dans la présence à son poste ou à son travail au quotidien. Alors, ce n'est pas pour justifier tout, ce n'est pas pour excuser tout, mais c'est pour avoir conscience en fait derrière de ce qui, pas justifie, mais ce qui explique en tout cas certaines pratiques. Je dirais la même chose de trafic divers et variés. Bon, là, c'est un peu une case fourre-tout. On n'aura peut-être pas le temps de trop développer. Mais du coup, toujours cette logique de pluriactivité fait qu'il peut exister de nombreux petits commerces à l'intérieur même de l'armée et qui peuvent choquer l'intervenant militaire français, mais qui sont assez logiques au niveau local, toujours dans cette gestion des risques en multipliant les sources de revenus. Voilà, donc là, c'est différentes activités. Et là, voilà les fameux barrages où on peut se faire... Alors maintenant, une autre thématique qui est assez importante d'évoquer, on pourra se baser justement sur ce qu'on a discuté. Déjà, l'art de la parole. Alors il faut voir, là je prendrai plus le modèle rwandais, où une étude avait été menée auprès des universitaires rwandais, notamment l'université de Butare, pour chercher un petit peu quelle était la première qualité chez un homme. La première qualité qui a été donnée de façon pratiquement unanime, on était sur des réponses à plus de 80%, était l'art de parler, l'art d'user de la parole. Alors, le fond ayant moins d'importance finalement que la forme. Ça a posé énormément de problèmes dans les négociations, notamment avec le TPI, lors de la résolution, entre guillemets, des jugements sur le génocide, puisque de très nombreux engagements pris par le Rwanda n'ont jamais été respectés par la suite. Et quand vous en parlez au Rwanda, où j'ai travaillé également, on dit, mais tu te souviens quand même du discours de Paul Kagame ce jour-là, mais c'était fantastique. Bon, après... la suite avait effectivement moins d'importance. C'est important de revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup entendu, on me donne souvent un oui de convenance où on me parle d'une façon magnifique, mais derrière les actes ne suivent pas. Alors il faut voir plusieurs éléments à ce niveau-là. D'abord, je vous en parlais tout à l'heure, la notion de chefferie. Si on a affaire à quelqu'un qui est plus perçu
dans la culture en face comme un délégué et qu'on lui demande de prendre une décision dans l'immédiat, c'est possible qu'il ne se démonte pas et qu'il donne effectivement un oui ou une décision très claire, mais qui ne sera en aucun cas tenable pour lui parce qu'il n'a pas eu le temps de solliciter la véritable autorité derrière. Donc ça, c'est aussi très important. J'en parle en bas des vraies assises. Ça peut être les conseils, et ils existent aussi, ces conseils des sages au sein de certaines armées, c'est-à-dire des formes de prise de décision qui se font tardivement dans la nuit. On les retrouve aussi autour du CAT à Djibouti. Sachez que les officiers, très souvent, achètent le CAT pour l'ensemble de leurs troupes à Djibouti. Donc il y a aussi un vecteur social autour du CAT et de ces discussions qui se parlent derrière. Mais c'est particulièrement important dans un cadre de coopération d'avoir conscience que dans certains cas de figure, on ne peut pas attendre une décision immédiate de son interlocuteur, même s'il semble a priori avoir tous les grades nécessaires pour prendre cette décision. Ensuite, on a beaucoup parlé de transmission, d'héritage au sein du lignage. Là, j'aimerais prendre un petit temps aussi là-dessus, ce qui est la perception de l'étranger. Il ne faut pas oublier que l'interculturalité est dans les deux sens. Ça a été évoqué en introduction. Effectivement, on a une perception qui peut parfois être erronée ou laisser la place à l'incompréhension face à une autre culture, mais il faut savoir que l'armée avec laquelle on coopère a également cette même incompréhension sur un ensemble de phénomènes ou un ensemble de faits qu'ils observent au sein de l'armée française. Un des éléments qui peut être discuté ici, c'est la perception en termes d'héritage. Quand un militaire français évolue dans un autre contexte, il a le poids sur ses épaules de toutes les décisions politiques de l'histoire de son pays. Alors nous, c'est complètement inconcevable. On est plutôt dans des logiques, on ne peut pas assumer ce qu'ont fait nos parents, ce qu'ont fait nos hommes politiques dans les années 80-90. Si aujourd'hui vous allez au Rwanda et que vous êtes français, la période Habyarimana vous sera ressortie en permanence. Et c'est la même chose, je dirais, dans énormément de corps d'armée en Afrique. Vous représentez la France, vous avez un passif, et vous pouvez en aucun cas vous dissocier de toute l'histoire qui était avant. On en a parlé, c'est directement aussi lié à ces phénomènes d'héritage et d'oralité, où on transmet des accords, etc., et dont on ne peut se dissocier. Donc c'est aussi important dans la coopération d'avoir conscience de cette perception et de ces phénomènes, et essayer de s'en désolidariser est très souvent peine perdue. Et ça crée aussi beaucoup de frustration, puisque c'est des éléments que j'ai très souvent entendus de forces françaises. Plus généralement, et j'aimerais aussi aller un peu au-delà de ces phénomènes... voilà. Ah non, mais je me trompe encore de... Je le prends à l'envers, pardon. Alors, on peut aussi évoquer très très rapidement, on va monter d'échelle petit à petit, et là on va partir à une échelle un petit peu plus macro, ce qui va nous permettre de rebondir derrière sur l'intervention et les stratégies d'intervention. Il faut voir aussi que l'armée en elle-même peut également être perçue de façon totalement différente dans d'autres cultures. En France, il y a 3 missions affichées pour l'armée, vous les connaissez tous, je ne les reprendrai pas. Dans d'autres pays, effectivement, il y a ces missions affichées, mais il y a aussi un rôle de l'armée plus largement, notamment dans le maintien d'un gouvernement au pouvoir, qui peut être très très important, qui peut aussi justifier, ou en tout cas expliquer, certains faits qui sont remarqués, notamment la proportion d'officiers dans certains corps d'armée. Là, vous serez peut-être plus en mesure de donner des chiffres que moi, mais par exemple, l'armée guinéenne, je crois, a pléthore d'officiers, et je laisserai d'autres personnes intervenir là-dessus, mais également aussi des tailles d'armée ou des dépenses à la défense qui sont exagérément importantes dans certains contextes africains et qui peuvent s'expliquer par le fait que si on n'a pas l'armée de son côté, il est quand même difficile de se maintenir au pouvoir, mais peuvent aussi expliquer des constats qui sont faits par les troupes françaises dans le cadre de la coopération avec d'autres groupes armés. Un petit exemple très rapide, quand je travaillais au Rwanda au début des années 2000, ça peut aller très très loin. Il y a eu un matin dans le journal, officiellement, la déclaration de guerre de l'Ouganda au Rwanda,
J'étais le seul à paniquer. En plus, j'avais prévu d'aller faire un tour en Ouganda la semaine qui suit pour visiter les parcs nationaux. Et on m'a expliqué très rapidement, non, mais t'inquiète pas, Pascal, Museveni et Kagame sont très amis. C'est juste pour passer dans une autre zone en termes de risque et pouvoir justifier auprès du FMI le budget à la défense. Donc on est très rapidement aussi dans des logiques où on a besoin de toute façon d'avoir l'armée de son côté et qui peuvent derrière effectivement expliquer pourquoi certains budgets sont exagérément importants par rapport aux capacités du pays. Également un outil pour l'emploi, j'en parlais tout à l'heure déjà, et donc peut être parfois trop importante par rapport aux besoins. Alors là, je suis complètement sorti d'autres PowerPoint, c'est là donc j'en ai plus besoin. Très bien. Voilà. Donc, on peut être amené à se poser quelques questions plus générales. Et comment, j'ai vraiment navigué un peu à vue sur plusieurs phénomènes, un peu à différentes échelles, avec quelques exemples et évidemment des raccourcis pour les ethnologues qui crieront peut-être au scandale après la présentation. Mais l'objectif est vraiment d'essayer de voir quels sont les points d'ancrage, quelle peut être l'utilité finalement de s'intéresser à l'interculturalité, au-delà de faire une fiche pays ou finalement donner des éléments aux troupes françaises qui peuvent retrouver par eux-mêmes finalement dans certains guides, etc., d'essayer de voir au-delà de tout ça, qu'est-ce qui peut être véhiculé par ces formations à l'interculturalité. Et je pense qu'on ne touchera jamais l'exhaustivité des phénomènes, encore que si on commence à s'intéresser à des zones ou à des sous-régions, on peut commencer à toucher quand même un ensemble de phénomènes redondants rencontrés sur le terrain. Mais plus largement, c'est vraiment d'arriver à créer, à ancrer dans la tête finalement des troupes qui sont envoyées à l'étranger, ce questionnement, cette volonté effectivement d'aller essayer de comprendre des réponses qui, de prime abord, paraissent parfois même se moquer de son interlocuteur. J'en parlais pour les pairs tout à l'heure, mais c'est un exemple quand même assez concret. Bon, donc d'arriver à finalement diminuer les risques de rupture de confiance en ancrant finalement pas des notions d'anthropologie, mais tout simplement une capacité à aller au-delà d'une réponse qui semble farfelue au départ. Donc ça peut aller vraiment dans le cadre du quotidien, c'est-à-dire de s'interroger aussi bien pour les troupes, mais aussi pour leurs familles, arriver à mettre les familles des militaires qui sont envoyés sur des longues affectations dans ce contexte-là. On le verra tout à l'heure, puisqu'il y a quand même aussi une responsabilité de communication dans ces pays-là. Même la famille d'un militaire représente quelque part l'institution dans ses interactions avec l'environnement social où il évolue. Plus généralement, on peut aussi s'interroger sur le cadre de la coopération interarmée avec des phénomènes beaucoup plus précis. J'en ai évoqué quelques-uns, la hiérarchie, les conceptions locales de la justice. Mais aussi, je pense qu'il y a un questionnement qui peut être intéressant de poser sur la table dans le cadre des stratégies d'intervention. Je pourrais évoquer notamment la question des interventions d'urgence. Je veux dire, l'armée française évolue dans certaines zones, notamment aussi pour des aspects logistiques, de distribution de vivres ou ce genre de questions. De prime abord, on se dirait ces files indiennes de distribution sont les plus équitables et justes, mais en ayant peut-être une approche plus pragmatique qui part sur la compréhension des organisations sociales locales et d'éviter finalement de contourner les autorités coutumières sous des excuses, on va dire, déontologiques, d'essayer de véhiculer une espèce d'équité. Au final, on diminue l'efficience de l'action. On peut même mettre en péril, avoir une action qui est à l'inverse de ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire que quand on fait partie d'une communauté dont on dépend étroitement pour sa survie, risquer l'ostracisme est inenvisageable de toute façon. Donc, ne pas s'appuyer sur les relais locaux pour aller justement in fine sur ceux qui doivent avoir l'aide au final et les bénéficiaires, c'est être naïf, puisque finalement, ceux-là seront obligés d'aller redonner derrière aux autorités locales. Donc pourquoi ne pas s'appuyer directement
sur ces autorités pour augmenter l'efficience de la distribution, l'efficience de la communication d'une information, etc. Donc ça peut aller vraiment plus généralement sur une interrogation sur les stratégies, sur la construction stratégique dans l'évolution d'autres référentiels culturels, aussi bien en termes de communication que, évidemment, aussi de questions logistiques et d'évolution dans ces autres contextes. Je vais laisser un petit espace pour des questions, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. En conclusion, je le disais, les notions d'interculturalité sont importantes pour essayer d'ouvrir l'esprit de ceux qui vont évoluer dans ces autres communautés, mais vraiment toujours dans une logique de renforcement de l'efficacité de l'action et de la coopération. On diminue les risques de rupture de communication, de rupture de confiance entre les différentes cultures qui se rencontrent. La compréhension aussi qu'il existe une légitimité. Arrêtez d'entendre « Ah, mais dis donc, ils sont stupides, s'ils le faisaient de cette façon-là, ça leur rapporterait beaucoup plus d'argent ou ça marcherait beaucoup mieux ». Non, on est dans des contextes où pratiquement tout a été essayé. On a eu le temps sur plusieurs siècles de voir les différentes opportunités. Ce qu'on observe actuellement est très souvent une réponse la plus cohérente à ce contexte, à cet ensemble d'opportunités, de contraintes, de situations. Donc déjà aussi, d'avoir ça à l'esprit quand on va évoluer dans d'autres cultures, je pense que c'est particulièrement important. Ça permet évidemment aussi d'ouvrir l'esprit de façon plus importante. Je le disais, la diminution des risques de rupture de confiance, qui est quand même un élément important dans le cadre de la coopération militaire. On l'a évoqué très rapidement, c'est tout ce qui est lié aussi à la construction des stratégies en ayant une approche peut-être plus pragmatique, moins à cheval sur véhiculer des grands principes de justice et de déontologie, toujours avec un objectif d'accroître l'efficience et l'efficacité d'une mission. Donc essayer de comprendre comment peuvent s'organiser des relais locaux, quelles sont les structures sur lesquelles on peut s'appuyer à la fois pour diffuser un message, mais diffuser plus généralement toute forme de choses. Et enfin, plus généralement, j'aimerais introduire un terme ici, alors, qui ne passe pas très bien en français, c'est vrai, l'acronyme passe moins bien, ayant quitté le territoire national depuis une vingtaine d'années, donc ça donnerait RSA, mais on parle beaucoup de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur privé. Je pense qu'on peut aussi évoquer la responsabilité sociétale de l'armée, qui est peut-être un paradigme à développer aussi. La recherche s'intéresse beaucoup à la RSE depuis maintenant une trentaine d'années, mais c'est revenu sur le devant de la scène depuis une dizaine, quinzaine d'années. Il faut aussi, et c'est quelque chose qui m'avait un peu interpellé, je l'avais mis dans mon compte-rendu lorsque j'étais observateur des formations de l'EDSOM. Dans le secteur privé, on fait beaucoup, nous, ce qu'on appelle les inductions sociales, donc sous forme de petits films ou de supports de présentation comme cela. Également, d'introduire en fait des salariés qui vont se retrouver dans des sites assez isolés, ces notions d'interculturalité. Mais ça passe aussi par les do and not do, tout un ensemble de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Il faut se rappeler aussi que, je le disais, donc, un militaire français qui évolue à l'étranger représente l'institution aussi bien dans le cadre de ses activités, mais aussi en dehors. De la même façon, sa famille qui l'accompagne est aussi assimilée à cette institution, à l'armée. Et d'avoir un ensemble de règles en général, mais qui passent aussi par la compréhension effectivement des autres référentiels culturels, et donc cette ouverture qui peut participer au quotidien aussi à l'image de l'institution militaire, mais de la France plus généralement. Si on reste cloîtré dans son appartement parce qu'on a peur et qu'on a l'impression d'être à Fort-Alamo, ça aide pas non plus à véhiculer une bonne image de l'institution militaire. Donc il y a vraiment une importance à ce niveau-là, mais peut-être aller aussi au-delà avec un ensemble de règles au quotidien, de pratiques qui peuvent être faites ou pas faites, et qui vont donc rentrer dans cette case peut-être RSA, il paraît que c'est pas très bon l'acronyme, donc la responsabilité sociétale de l'armée, et plus largement aussi, cette responsabilité sociétale peut être discutée, intégrer toutes ces notions de compréhension des organisations sociales à l'étranger dans le cadre de la construction des stratégies d'intervention plus généralement. Voilà, je vous remercie. Vous
comprenez bien que c'est la première fois que l'EMSOM organise un colloque sur l'interculturalité et je pense que l'intervention de Pascal Rey vous a donné envie de l'écouter davantage pour aller un peu plus loin et pour poursuivre la réflexion sur ces questions. Moi, ce que je retiendrai de ce que Pascal Rey a dit, et je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais le but de ce colloque et le but de notre travail à l'EMSOM et le but de notre travail à chacun, c'est bien de diminuer les risques de rupture de confiance et de comprendre que l'autre est légitime dans ce qu'il fait. Le problème du militaire français, mais pas que du militaire français, le problème de l'Européen, notre problème à nous, et on l'a tous vu outre-mer, c'est de considérer l'autre comme le reflet de nous-mêmes. Or, Bernard Lugan dit assez justement, nos camarades africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, ils sont différents. On est dans des systèmes culturels différents, et donc il ne faut pas appliquer nos principes et nos règles à ce que l'on voit à l'étranger. C'est bien le but. Donc merci Pascal. Je vais prendre une question, si vous voulez bien maintenant, et puis une seule pour l'instant, et ensuite on fera intervenir le commandant Mamadi Doumbouya, parce que Mamadi va nous parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il va vous parler de la façon dont nous sommes vus, nous, par nos camarades étrangers quand nous sommes chez eux. Donc une seule question, et ensuite on coupera un peu la pause pour d'autres questions. Oui, mon colonel. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Ça me rappelait à 7 ans, je me baladais sur la place Ménélique, mais ce n'est pas l'objet de ma question. Dans son rapport à la ville, est-ce que notre interlocuteur vit ses références de la même façon que vous les avez expliquées? Si je pense mon interlocuteur au cœur de Lagos, dans une mégalopole, est-ce que cette trame sociétale héritée des pères fondateurs résiste à la ville? Est-ce que la ville enfonce certaines lignes? Comment il réagit, lui? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement, alors ce qu'il faut voir, c'est que les phénomènes d'urbanisation en Afrique s'inscrivent pas tous dans les mêmes temporalités. Dans certains pays, elle est très très récente. Dans certains pays, notamment comme le Nigeria, effectivement, elle est plus ancienne. C'est un des majeurs problèmes de ces grandes villes, et notamment des jeunesses désœuvrées. Énormément de conflits ou de phénomènes de manifestation ont pu être observés, parce qu'il y a un détachement, effectivement, de cette culture du village, entre guillemets. On pourrait prendre les exemples en Côte d'Ivoire, hein, où à Abidjan, il y a eu des troubles sur les dernières années, justement, de cette jeunesse qui n'est plus prise, finalement, dans ces formes d'autorité, ces formes de maintien de paix sociale. En Guinée, c'est beaucoup plus récent, l'urbanisation, donc on a encore ces liens avec des retours au village réguliers, mais petit à petit apparaît aussi une jeunesse à Conakry qui n'a plus ce lien-là, et c'est effectivement, ça se détache de plus en plus. Maintenant, ça reste quand même des phénomènes observables assez largement, suivant les générations. Et là, je parle vraiment des jeunesses actuelles. Donc, c'est encore ancré dans pas mal de pays. Mais on tend effectivement vers un détachement de certaines de ces critères, on va dire, sociaux, de ces organisations sociales dans beaucoup de pays africains. Donc, je vais maintenant donner la parole au commandant Mamadi Doumbouya, qui va nous parler des regards croisés et poursuivre un petit peu la réflexion que nous a présentée Pascal en nous donnant sa perception d'officier guinéen qui reçoit dans son armée des officiers d'armées étrangères. Je vais faire passer par vous, là. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le commandant Mamadi Doumbouya de la République de Guinée. Je suis devant vous ce matin pour témoigner en fait de la perception des officiers français et étrangers servant dans nos pays africains. Donc avant ça, je vais d'abord vous présenter mon pays, qui est la Guinée, un petit pays qui est situé en fait à l'ouest de l'Afrique, si vous voyez là-bas, un petit pays de 245 000 km², qui a ses réalités aussi, parce qu'en Guinée, nous avons culturellement 4 ethnies différentes, qui est représentées sur la carte et qui se regroupent au même endroit. Et souvent, ces ethnies n'ont rien à voir en commun. Et vous avez la moyenne Guinée, la basse Guinée par exemple, qui est au bord de l'océan Atlantique.
Le bouton rouge. Voilà. Qui est au bord de l'océan Atlantique, qui s'arrête là. Et vous avez la Moyenne-Guinée qui est un peu montagneuse, où les ethnies qui sont en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée n'ont culturellement pas grand-chose à voir ensemble. Et la Guinée forestière aussi, qui est en bas. Donc la Guinée est un pays indépendant depuis 1958. C'est un pays c'était le premier pays à dire non à la communauté. Et en 1958. Donc on est à peu près 12 millions d'habitants. Donc l'armée guinéenne, c'est une petite armée qui fait à peu près 19 000 hommes, terre, mer, air confondus. Donc je vais d'abord, avant de vous expliquer, de rentrer dedans dans le but du sujet, c'est-à-dire la perception, je tenais quand même à préciser que ce témoignage, en fait, était pour moi un avis partagé, parce qu'avant de préparer ce témoignage, j'ai d'abord consulté mes camarades africains dans la promotion 25. Donc j'ai eu à parler avec les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, le Niger, le Nigeria, ainsi de suite, pour avoir leur avis sur la question. Et après, j'ai retenu les avis qui convergeaient. Donc tous les avis qui étaient de la même chose, c'est ce que j'ai rapporté ce matin. Pour la perception de ces officiers servant en Afrique, je peux dire par là que nous, les Africains, comme ceux qui ont déjà séjourné en Afrique, peuvent en témoigner. Les camarades européens, américains qui viennent dans nos pays sont tout à fait accueillis avec une grande fraternité d'armes. Donc, une fois qu'ils sont chez nous, je pense que c'est leur connaissance aussi sur l'Afrique est un peu théorique selon moi, parce que la plupart des coopérants qui viennent s'appuient sur tout ce qui est les ouvrages, ainsi de suite, mais où certains pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est ça l'Afrique, mais qui est un peu différent de la réalité africaine, qui est un peu plus complexe en fait. Donc, ils sont un peu, en fait, les Blancs qui viennent chez nous, qui demandent, qu'on appelle les toubabs chez nous, souvent les questions qu'ils nous posent et d'où on pense que c'est un peu suspect ou c'est des renseignements qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a certains qui vont s'aventurer à savoir, par exemple, les moyens de nos armées, à savoir combien de chars vous avez ou combien d'hommes vous avez dans votre armée. Nous, Africains, on pense souvent que c'est un peu suspect de savoir combien d'hommes on a, parce qu'on ne le demande pas souvent, et que ces gens, s'ils veulent le savoir, ils peuvent suivre ça sur Internet. Donc, voilà. Et lorsqu'ils s'aventurent sur ces moyens, sur des sujets en fait, qui touchent les moyens de nos armées, on prend ça comme suspect, en fait. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, je peux dire franchement que les Français qui partent en Afrique chez nous, c'est des gens qui sont compétents en matière, qui connaissent leur travail et qui le font très très bien. Là-dessus, là, on n'a rien à dire là-dessus. Mais comme ils font très bien leur travail et qu'ils ont la confiance de nos gouvernants, c'est-à-dire souvent nos politiques, nos politiques ont plus confiance aux militaires blancs qu'à nous-mêmes. Donc ça, on le remarque très souvent, vu leur crédit de compétences qu'ils ont souvent. Donc, ils sont souvent conseillers de nos grands responsables politiques, qui n'est pas le cas, par exemple, de notre côté. Souvent, vous allez voir un colonel ivoirien, par exemple, qui a fait tous ses cours en France, qui a la même formation que le français, mais qui n'aura jamais l'occasion, par exemple, de parler avec le chef d'État. Mais le petit blanc qui vient, lui, tout de suite, il a le contact avec le président, et ce qui devient un peu frustrant pour nous, et on se dit, mais pourquoi faire confiance à ces gens-là, et pourquoi pas nous? Donc, quand je discutais avec mes collègues de la 25e promotion, souvent, ça sortait un peu sur nos débats. Voilà. Et ils ont le pouvoir de faire changer les choses rapidement, ça c'est vrai. Par exemple, moi, en Guinée, l'année dernière, j'ai demandé les munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je vais avoir les munitions? Parce que si je pense aux munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, donc, dans ce cas, on ne me donne pas les munitions. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On le donne tout ce qu'il demande, parce que déjà, il ne viendra pas sans que ces moyens soient sur place.
Donc quand il viendra, il aura tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne peux pas avoir, parce que les politiques ont peur à ce qu'on fasse un coup d'État. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que quand ils viennent et qu'ils demandent ces moyens-là, ils peuvent les avoir, donc on peut entraîner nos hommes. Mais c'est un peu agaçant, du fait que nous, ça nous agace, du fait qu'on ne peut pas faire notre métier, mais les autres peuvent le faire à notre place. Voilà, ça c'est au niveau un peu politique. Mais aussi, ils ont un défaut, ces officiers qui viennent, ils sous-estiment un peu la capacité humaine et intellectuelle des Africains. Vous allez voir, par exemple, un officier guinéen qui fait tous ses cursus avec un Français. Ils font les mêmes écoles à la base et jusqu'à finir l'école de guerre ensemble. Mais, arrivé, par exemple, en Afrique, ces gens pensent souvent qu'ils sont plus intelligents et qu'ils maîtrisent mieux parce que, bon, on travaille bien sûr dans leur langue, mais qu'ils maîtrisent bien la chose que nous. Donc souvent, ça nous frustre du fait qu'on se dit, mais il ne connaît pas mieux que moi. Un exemple, je vous dis, par exemple, hier, il y a le camarade ivoirien qui me disait que, est-ce que c'est normal de savoir que nous, l'air AD qui est à Paris, n'a jamais accès à Emmanuel Macron, il ne peut jamais rêver le voir, mais que l'AD qui est à Abidjan, quand il est prêt, il voit le président de la République ivoirienne. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est un peu frustrant du côté des officiers africains qui voient ça de cette façon-là. Et on pense aussi des fois qu'ils ont des attitudes des fois un peu hautaines, ils se prennent pour le colon, et qui connaît tout, qui maîtrise tout, qui n'est pas souvent le cas, parce que des fois, comme on fait le même parcours et qu'on a les mêmes cours des fois, ben, on n'est pas aussi à la ramasse qu'ils le pensent en fait. Voilà. Sur le plan privé, en fait, les homologues qui viennent, ils privilégient deux fois et très souvent les circuits qui sont touristiques, c'est-à-dire quand ils viennent dans le pays, la première chose qu'ils demandent, c'est de voir les chutes d'eau ou de voir tout ce qui est touristique. Mais la vie des homologues africains ne les intéresse pas trop. Voilà. Donc ils s'en foutent un peu parce que c'est déjà connu. Et ça, c'est un peu agaçant des fois. Donc, comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai juste 15 minutes pour vous résumer un peu notre façon de voir. Je pense que le regard, en fait, des militaires étrangers en Afrique a un peu évolué au fur du temps. Et hier, ils étaient vraiment automatiquement, quand on voit un blanc, pour nous, il était compétent, il savait son travail, il connaissait son métier. Mais aujourd'hui, on a aussi une vision un peu critique de ce qu'ils font et ce qu'ils nous expliquent. Parce qu'aujourd'hui, on a plus accès à l'information que c'était avant. Voilà. Et pour dire cela, je peux dire que les Blancs qui viennent, en fait, à la base, chez nous, ils ont, les Français, hein, ils ont l'intention de faire les choses, très souvent. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas souvent les moyens de leur politique, en fait. Parce que nous, on se dit, le Français qui débarque en Guinée, il vient avec, sur le plan militaire, hein, il vient avec des papiers. C'est la théorie qui vient. Mais l'Américain qui vient, par exemple, chez nous, il vient avec les moyens. Je vous explique, parce que l'Africain, on a l'habitude, nous, de faire comme ça, et qu'on nous donne. Donc le Français qui vient faire cette tir, il va demander les munitions. Il va demander à ce que la Guinée mette en place toutes les structures pour venir nous entraîner. Ce qui était le cas avant la France, avant les réformes et tout, la France venait, ils venaient avec les Rangers, ils nous amenaient tout ce qu'il fallait pour s'entraîner. Mais aujourd'hui, comme tout est fermé, ils ne le font plus. Mais par contre, les Américains, quand ils débarquent chez nous, ils apportent tout ce qu'on peut avoir besoin. Et après, ils laissent tout sur place. Donc, il fait qu'on se pose la question, à savoir, est-ce qu'on est encore important pour ces gens ou pas? Parce qu'on n'est plus, en fait, des sujets très importants qui fait que, on s'entraîne moins, eux qui viennent maintenant avec moins de choses qu'avant. Alors qu'on a déjà pris l'habitude depuis nos indépendances de toujours avoir de la France, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est remarque. Beaucoup de gens me disaient que, ou pour les Français, on est plus important, ou parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique, mais les Américains en ont. Donc, c'est un peu ma façon à moi de régimer un peu notre jugement, nous les officiers africains, par rapport aux officiers étrangers qui viennent. On sait bien sûr que l'Américain qui vient, automatiquement, il est obligé de traduire ses cours en français. Donc, on a plus d'avantages de travailler avec le français, mais il y a ce défaut quand même qu'il faut
faudra un peu remédier là-dessus. Donc, j'en ai terminé et c'était tout ce que j'avais comme témoignage ce matin. Je vous remercie. Merci, mon commandant. Je voudrais quand même appuyer et remarquer l'importance du témoignage du commandant Mamadi Doumbouya, parce qu'un certain nombre de ses camarades lui ont dit il ne faut pas dire la vérité, il faut cacher la vérité, parce que sinon ça va nous revenir dessus et on va se faire taper sur les doigts. Je pense que l'objet de ce colloque, c'est de dire justement ce qu'on pense et de dire la vérité des échanges. C'est pour ça qu'on a demandé au commandant Doumbouya de venir nous parler de la façon dont nous étions perçus, nous, quand nous allons dans son pays, par exemple. Mais il vous l'a dit, il a pris des exemples, enfin, il a travaillé avec ses camarades qui devraient nous rejoindre dans le cours de la journée. Et donc, ce qu'il nous dit n'est pas simplement l'exemple guinéen, c'est un exemple assez général. Ce qui me semble important dans ce qu'a dit le commandant Mamadi Doumbouya, c'est quand il parle de considération. La compétence, elle est acquise. La compétence, elle est chez eux, elle est chez nous. Mais ce qui est important, ce dont on a besoin, c'est de considération. C'est-à-dire de considérer la culture de l'autre, de considérer la compétence de l'autre. Et que ce soit la considération sur l'organisation patriarcale, sur le lignage, sur une culture différente, sur une façon différente de produire du riz, ou sur une façon différente de construire de la sécurité, c'est un élément important dont nous devons avoir confiance, dont nous devons avoir conscience quand nous travaillons avec l'autre. Et c'est cette ouverture d'esprit et c'est cette interrogation que nous devons développer. Alors je vous propose maintenant, je vais d'autorité réduire un petit peu la pause à 10 minutes, on la fera en sortant de l'amphi, mais je pense qu'il y a peut-être quelques questions à l'intérieur de l'amphi, et donc je vous propose de poser des questions maintenant. Oui. Jean-Philippe Arthur, on a une tendance dans notre monde d'aujourd'hui à l'universalité, on veut universaliser les méthodes de management, par exemple, dans toutes nos écoles de commerce. Les conseillers ensuite vont expliquer dans les entreprises comment faire pour adapter ces nouvelles méthodes. On a un regard aussi sur, avant les aides portées dans les différents pays, nos structures, qu'elles soient internationales ou multinationales, sur la bonne gouvernance. Est-ce qu'on n'a pas aussi la volonté d'universaliser la bonne gouvernance? Est-ce qu'on ne fait pas une vraie faute en regardant d'abord la bonne gouvernance des pays avant de pouvoir les aider plus concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que vous pensez de ce regard systématique sur la bonne gouvernance? C'est un peu ce que disait Pascal sur les grandes affiches c'est ça, voilà. sur la corruption. Très rapidement, parce que c'est un très très vaste sujet, et effectivement sur lequel je travaille pas mal en termes de publication. C'est finalement la question du pragmatisme. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il faut avoir une approche plus pragmatique et savoir ce qu'on veut. Alors, soit on est dans un mode de convertir finalement d'autres cultures à la nôtre, sous couvert d'actions qu'elles soient directement liées à un appui ou une coopération dans le cadre de la gouvernance ou militaire, ou est-ce qu'on cherche finalement l'efficacité d'objectifs déterminés au début qui peuvent plutôt appeler, comme je disais tout à l'heure, à une forme de pragmatisme, c'est-à-dire de se poser la question de quel sera le meilleur moyen de parvenir à son objectif. Et je pense que c'est là. Et puis ça renvoie beaucoup plus largement, et bon, c'est le titre d'une de mes publics qui m'avait valu pas mal de réponses, sur la question de l'universalité du modèle rawlsien aussi, mais là on revient même à l'universalité des droits de l'homme, ce qui peut poser problème. Donc c'est vraiment une question d'approche au départ, et c'est ce que je proposais tout à l'heure. C'est vrai que mettre en file indienne toute une population pour leur distribuer des vivres, on dormira peut-être mieux le soir en ayant eu le sentiment d'avoir respecté une égalité d'accès, une égalité des chances et notre modèle d'équité. Par contre, si quelqu'un vous dit la vérité au réveil le lendemain en vous disant que la moitié s'est fait massacrer pour pouvoir récupérer les vivres par les autorités locales, ça peut effectivement contraster la stratégie d'intervention au départ. Bon commandant. À ce qui est de la bonne gouvernance, en fait, ça dépend de ce que vous appelez la bonne gouvernance, parce que tout ça aussi, je pense que c'est culturel. Du fait que moi, dans mon pays, une fois qu'on a un président qui est élu démocratiquement, il fait son gouvernement par rapport à ses intérêts. Je veux dire par là, comme il disait tout à l'heure M. Ray, chacun
en fait, l'armée, chez nous, si tu n'as pas l'armée, on n'a pas l'armée de notre côté, c'est qu'on n'a pas la stabilité. Le monsieur qui devient président de la République, son chef d'état-major doit être quelqu'un de confiance et quelqu'un de son ethnie, si vous voulez, et qui ne pourra pas le trahir. S'il prend quelqu'un d'autre ailleurs, qui pourra le trahir, en fait, le pays ne sera pas stable, donc il ne sera pas gouverné correctement. Et pour le faire, il n'est pas obligé de prendre le même modèle que les modèles européens que vous avez et d'appliquer chez nous, parce que ce n'est pas applicable. Et je pense aussi sur ça, même en France, il y a des règles. Quand vous prenez par exemple un chef d'état-major de l'armée de l'air en France, j'ai appris qu'il fallait qu'il soit sincère peut-être. Donc chez nous, c'est pareil. Le SEMA doit être de notre ethnie, par exemple, pour être vraiment, pour stabiliser le pays et pour que les choses peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'en Guinée, aujourd'hui, vous avez le président Alpha Condé, mais pour faire de 2010 à 2011 jusqu'à aujourd'hui, pour que le pays soit stable, mais bien sûr, il y a de la corruption, mais il faut qu'il ait des hommes de confiance et qui sont avec lui. Maintenant, si vous voulez juste la bonne gouvernance, vous pouvez l'avoir la bonne gouvernance, mais vous n'aurez pas la stabilité, ça c'est sûr. Voilà. Oui, une question, enfin 2 remarques à M. Ray pour qu'il puisse réagir. Quand vous parlez de ce pragmatisme, cette adaptation aux coutumes locales, aux méthodes locales dans le cadre militaire, pour nous, dans nos armées, ça pose un problème parce que nous suivons des procédures d'intervention qui sont interarmées, interalliées, internationales. Et en cas de problème, c'est la justice internationale qui réglera ou qui se penchera sur les officiers qui ont pu utiliser ces méthodes-là. C'est la communication médiatique internationale qui nous tombera dessus. Et juste un exemple pour illustrer ce propos, à Ménaka et aussi à Kidal, certains officiers, commandants d'unité, ont voulu justement, avec les Touaregs, adopter ces méthodes coutumières en essayant de les comprendre et donc pouvoir négocier une pacification. Et immédiatement, Bamako leur tombe dessus en disant « attaque à la souveraineté nationale ». Donc, ne faut-il pas quand même rester avec nos procédures, quand bien même elles sont critiquables? Alors, effectivement, c'est très intéressant. Alors, je travaille aussi énormément sur l'application des normes internationales dans de nombreux contextes nationaux. Je pense qu'il faut voir, il y a différents aspects, parce que là, on risque de mélanger plusieurs choses. On peut rester dans un cadre international de normes, plus que juridique, puisqu'il n'y a pas toujours de structure supranationale coercitive. Donc on peut rester dans ce cadre-là tout en essayant d'introduire finalement la compréhension de ces référentiels culturels. Il faut faire attention sur les objectifs d'une mission et de ne pas rentrer non plus dans de l'ingérence locale. C'est-à-dire que justement, ce que je propose, c'est d'avoir un choix pragmatique qui veut d'éviter à tout prix l'ingérence. Et là, l'exemple que vous donniez, on était quand même à la limite de certaines formes d'ingérence. Il faut aussi voir qu'il y a le respect d'un cadre international, mais aussi d'un cadre national. Ces pays ont des législations, ont un gouvernement central, et là, dans le cas de Kidal et de cette affaire-là, on était clairement dans de l'ingérence, notamment à des moments où se discutait une forme d'autonomie du Nord, et c'était peut-être pas le meilleur moment pour ce genre d'ingérence. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment dans des objectifs plus terre à terre, en termes de logistique, de diffusion d'informations et sur des sous-objectifs d'un cadre plus important, que de rentrer véritablement dans une ingérence au niveau de la gouvernance. Et là, je pense qu'on était clairement dans des formes d'ingérence de la gouvernance, en plus à un moment historique au Mali où des questions politiques nord-sud étaient particulièrement sensibles. Donc je pense que sans sortir de ce cadre international, qui reste quand même assez globalisant aussi, faut pas se le cacher, donc il laisse quand même pas mal de latitude en termes d'intervention, de construction d'intervention, d'un cadre national aussi, avec à la fois une forme de gouvernance qu'il faut respecter, mais aussi un cadre juridique qui existe, même s'il n'est pas toujours appliqué en plus localement. C'est pas pour autant qu'en tant qu'étranger, on peut se permettre de sortir de ce cadre national, et donc de se focaliser vraiment sur des objectifs plus que sur une forme d'ingérence ou de conversion des modalités de gouvernance à l'étranger. Donc on en voulait ajouter quelque chose? Non, en fait, à ce qui concerne ce point-là, comme nous, la Guinée, par exemple, on n'a pas de mission comme le Mali. Donc, ma vision là-dessus, nous, les coopérants qu'on voit,
c'est dans les missions comme le Mali, il y a des règles d'engagement qui sont là. Et sous ces règles d'engagement et les règles de comportement aussi qui le font. Nous, on a 850 personnes au Mali, mais ces hommes, avant de les projeter au Mali, même si la Guinée et le Mali, c'est un pays limitrophe, on a beaucoup de choses en commun, on les forme aussi à savoir comment se comporter au Mali. Et aussi à s'adapter aussi aux règles d'engagement. Donc, après, comme c'est des professionnels, ils font avec. Hein. Voilà. Une autre question? Une question au fond de l'amphi, Monsieur après Ray. je vous donnerai la parole. Monsieur Ray, vous avez évoqué tout à l'heure votre rôle d'observateur au sein des formations de l'ENSOM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça a pu avoir d'enrichissant en fait pour dans le développement des formations et qu'est-ce que ça a pu apporter comme nouveauté ou comme réflexion supplémentaire? J'étais vraiment en termes d'observateur, donc je suis venu sur une journée voir comment ça se passait. Donc j'ai fait un petit compte-rendu derrière justement de certaines observations qui ne sont pas forcément encore discutées, donc on ne peut pas vraiment parler de choses nouvelles. Je dirais que dans les quelques remarques que j'avais, c'est un peu ce que j'ai présenté déjà, il y a plusieurs éléments que j'ai évoqués. Je pense qu'il y avait quelques critiques, alors qui étaient à vocation constructive, hein, je rassure tout de suite. Je trouvais qu'il y avait une forte dépendance aux formateurs, qui ne sont pas tous équipés pareil en termes de pédagogie. C'est-à-dire que même si les supports restent communs, les formateurs n'ont pas tous la même capacité à transmettre un message. Donc je trouvais qu'il y a une trop forte dépendance peut-être aux formateurs, donc ça pouvait se discuter autour de supports. J'avais évoqué peut-être l'idée de produire plutôt des films par sous-région qui peuvent être utilisés de façon beaucoup plus large. Et il y avait un autre aspect là qu'on peut effectivement discuter, c'est le fait d'avoir cette formation qui n'intervient qu'avant le départ. C'est-à-dire que je pense qu'au même titre qu'on va s'entraîner pour le tir avec un nombre de cartouches prévues par an, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au bout de 6 mois pour les interventions, alors peut-être quelques semaines pour ce qu'on appelle les tournants, Djibouti, je ne sais pas si c'est un terme général, si ça va, voilà, les tournants. Et pour ceux qui sont en affectation plus longue sur d'autres périodes, peut-être au bout de 6 mois, de revenir sur ces formations, parce que là, il y a un ensemble de questions certainement qui a dû émerger et qui peut être intéressant de discuter avec des personnes qui sont en mesure finalement d'y répondre. Donc il y avait tout un ensemble d'observations, j'avoue je ne les ai pas toutes en tête, et c'est celle qui était à mon avis assez clé, d'avoir peut-être des supports qui laissent moins de place aux formateurs et derrière d'avoir en termes de temporalité un recours redondant à ce type d'intervention. On avait demandé à Pascal Ray de venir assister à des conférences de préparation au départ aux forces françaises à Djibouti, justement du fait de sa compétence et de son expérience djiboutienne, de sa formation universitaire, de son expérience personnelle. Et on est dans le même cadre que ce colloque d'aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de poursuivre la formation continue de nos propres formateurs, puisque les formateurs qui sont affectés à l'ENSOM, c'est comme tous les cadres qui sont de l'armée militaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans un poste un matin, et puis un jour ils reçoivent un ordre de mutation, et on les affecte ailleurs, pour faire un métier, pour les formateurs en particulier, pour lequel ils n'ont pas tous été préparés en amont. Et donc, là, je parle sous le contrôle du collège Champy qui est au fond de l'amphi, mais l'ensemble des formateurs qui viennent à l'ENSOM sont des gens qui ont une expérience du territoire qu'ils enseignent, mais une expérience de vécu. Ils ont vécu sur le territoire, ils en viennent. La plupart de nos formateurs rentrent d'outre-mer, ont une expérience du territoire dont ils vont parler. Nous leur apportons un complément pédagogique, et c'est ce qui est fait entre le mois de septembre, la date d'affectation, et puis le mois de janvier, quand on commence la formation des gens qui partent en mission de longue durée outre-mer. Une formation pédagogique, une formation technique sur la façon d'enseigner, mais ce qui était important pour nous, et c'est pour ça que le général de Boss l'a souhaité l'année dernière, c'est d'avoir un regard étranger extérieur au monde militaire sur les formations que nous donnons, de manière qu'elles soient les plus pertinentes possibles et qu'elles puissent permettre de former les gens qui partent de la meilleure manière.
Quand je suis rentré dans l'armée il y a 3 fois 33 ans, les jeunes officiers des troupes de marine qui étaient intégrés dans un régiment de troupes de marine, nous avions un stage de 10 jours qui était fait à Versailles, chez l'ancêtre de l'EMSOM, dans lequel on nous apprenait, on nous donnait une première ouverture sur les différentes cultures auxquelles nous serions confrontés dans notre carrière. Aujourd'hui, pour des questions certainement d'organisation et des questions financières, nous ne recevons plus à l'EMSOM tous les jeunes officiers qui sont affectés dans nos régiments. Alors on a trouvé des palliatifs. La fête des troupes de marine, c'est l'anniversaire des combats de Bazeilles en 1870. Eh bien, tous les ans, lorsque l'on organise les commémorations de Bazeilles, maintenant nous faisons un stage pendant ces commémorations à Fréjus, un stage pour les lieutenants et les sergents, donc les jeunes sous-officiers et les jeunes officiers qui rentrent dans les troupes de marine, pour leur expliquer le champ de leur vocation militaire et de leurs futures affectations outre-mer. Mais ça reste encore très théorique. Et effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais dans le temps est de plus en plus compté, de plus en plus contraint. Et aujourd'hui, les chefs militaires, les chefs de section, les chefs de groupe ont de plus en plus de missions. Il est difficile de trouver du temps pour le faire. Donc c'est pour ça que l'intervention de M. Pascal Drey, l'intervention du commandant Doumbouya aussi, pour les instructeurs qui sont au fond de l'amphi, ça leur permet d'enrichir la façon de réfléchir sur leur présentation de manière qu'ils puissent former encore mieux les futurs... Les familles et les militaires qui seront mutés pour leurs missions de longue durée ou les missions de courte durée. En général, à un instant, il y avait une question derrière. Non, mais rebondissant là-dessus, voilà, je voudrais quand même juste ajouter que, bien entendu, la formation à l'EMSOM n'est qu'une ouverture. Donc en fait, on ouvre la lumière de l'interculturalité aux personnes qui vont partir en mission. Et c'est très très court. Mais ça a l'intérêt, en quelque sorte, de susciter l'attention et l'intérêt de la personne sur tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à apprendre. Et en fait, tout ça est prolongé évidemment ensuite sur le territoire. Tous nos régiments ont tous un programme de formation, d'acculturation, à la fois des militaires et des familles, de façon à ce que tout ça, ça soit prolongé par une expérience. Et d'ailleurs, pour tous les jeunes cadres, on leur fait faire un mémoire de séjour outre-mer sur un sujet qu'ils choisissent et qu'ils vont développer, un travail d'une 20aine de pages, bien approfondi, et qu'évidemment on fait un prix des meilleurs, on les récompense à Bazeilles, etc. Voilà. Donc c'est tout un processus, et la formation initiale avant le départ n'est vraiment qu'un petit impact qui normalement doit déclencher l'intérêt et déclencher la formation. Voilà, merci bien. L'intérêt, c'est comme dit le général, c'est donner les clés qui vont permettre d'ouvrir les yeux et de permettre aux gens qui partent d'avoir un regard sur le territoire sur lequel ils vont être déployés et sur les populations qu'ils vont rencontrer. Donner la curiosité, ne pas rester dans son quant à soi sans sortir, au contraire aller au contact des populations, aller au contact du pays, de manière à avoir une véritable expérience. Et c'est ça qu'on essaye de développer, mais effectivement les stages de préparation au départ ne sont que ce déclic que l'on essaye de donner aux gens qui partent et à leur famille, parce que l'aspect familial est évidemment essentiel. Oui, merci. Il s'agit davantage de remarques que de questions. Alors la première, elle est très en lien avec ce que vous disiez sur les hiérarchies, à savoir le rapport au temps. Ça, on l'a peut-être pas assez évoqué, c'est pas une critique du tout, mais le fait que la perception du temps est extrêmement différente en Afrique. Et vous évoquiez aussi les questions de temps, le fait que il y a certains espaces qui ont été limités. Et la perception du temps est sensiblement différente, ce qui pose quelquefois problème. Moi, par rapport à mes travaux, c'est quelque chose qui est souvent revenu. La différence entre comment les choses sont perçues, par exemple, dans l'armée française, il faut faire des choses quelquefois dans des délais très rapides, avec des délais, là aussi, de temps très limités. Et en Afrique, les choses sont complètement différentes, dans de nombreux pays. Le deuxième point, c'est sur la culture orale. Qui est très très prononcée, qui est très importante et c'est pas du tout une critique évidemment sur ce qu'est la culture orale, mais qui peut poser problème par rapport ne serait-ce qu'à l'élaboration des doctrines, au développement des doctrines, au soutien de doctrines modernes. Sans les comptes rendus, sans les rétextes, etc., la culture orale peut poser problème. Le troisième point, c'est sur la condescendance. Donc ça, c'est vrai, dans mes travaux aussi, c'est beaucoup ressorti. J'ai eu beaucoup de contacts informels avec quelques sous-officiers, officiers. Et le problème de la condescendance et de l'attitude parfois hautaine des coopérants, pas tous, certes, mais ça peut être un problème et c'est quelquefois assez rédhibitoire en termes de confiance parce que les militaires africains
très professionnels pour la plupart. Il y en a beaucoup qui sont bien formés, qui sont braves, sont d'excellents soldats. Et il y a une incompréhension, c'est pourquoi est-ce qu'on est considéré comme des idiots alors qu'en fait on est tout aussi bon. Et puis dernier point, alors ça c'est plus toujours, enfin par rapport à mes travaux aussi, c'est je tenais à souligner que le contingent guinéen de la MINUSMA est considéré comme un des plus efficaces de la MINUSMA justement. Donc voilà, c'est tout. Merci. En général, une remarque sur les... Non, tout à fait. La question de la temporalité aussi, quelque chose qui pourrait être un exemple. Bon, l'oralité, j'en ai un peu plus parlé. Mais effectivement, il y a énormément de clés d'entrée qui seraient très intéressantes, toujours dans cette logique de partir d'observation du quotidien ou de phénomènes très facilement observables pour essayer d'expliquer derrière comment s'est construite cette culture de l'autre. Une dernière question, et après on fera une très courte pause. Mon général, je vous écoute. Merci, Général Roisin. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur votre première question, sur laquelle vous avez répondu très rapidement, la tendance au détachement de la culture du village. Aujourd'hui, donc, l'Afrique évolue énormément, la jeunesse est majoritaire dans tous les pays. Les grands pays également essayent de se partager ce continent, hein, je le dis tout à fait simplement. Comment peut-on identifier cette culture dont vous nous avez parlé, la culture du village qu'on a tous connue, à cette maintenant culture des grandes métropoles qui évolue et de plus en plus, qui se développe énormément? Donc comment l'identifier réellement? D'autre part, quel comportement adopter vis-à-vis de tous ces jeunes dans toutes ces villes hein, qui sont, j'allais dire, difficilement maîtrisables, en termes de comportement, en termes d'ethnie, en termes de rassemblement, en termes... Et puis, une dernière question pour le commandant aussi, je voudrais lui demander quel est son avis sur les partenaires européens qui arrivent en Afrique. Vous avez parlé des militaires français qui travaillent avec vous. Vous avez peut-être travaillé avec des militaires européens, puisqu'aujourd'hui, on évolue de plus en plus dans ce cadre. Et quel est votre regard également sur cette coopération? Voilà, excuse-moi. Très rapidement, effectivement. Alors, ça va être très différent d'un pays à l'autre, et c'est assez facilement ciblable dans le sens où ça va dépendre de l'histoire de l'urbanisation d'un pays. Maintenant, il faut voir qu'on a parlé effectivement d'un référentiel culturel qu'on pourrait dire du village, qui reste quand même très prégnant encore dans de nombreuses villes. On continue à avoir des retours au village. Et aussi de voir qu'il y a une organisation culturelle aussi propre à ces villes, dans laquelle ces jeunesses s'inscrivent, avec des codes, avec des formes de hiérarchie qui méritent aussi d'être étudiées et connues et mises en avant. C'est-à-dire qu'on va peut-être quitter un référentiel qui était un peu le cœur de ma présentation pour donner des exemples, mais vers un autre type de référentiel culturel qui également a sa structure et ses hiérarchies qui méritent d'être étudiées, qui sont souvent aussi une forme de syncrétisme. On pourrait évoquer une forme de syncrétisme entre cette ouverture au monde occidental via Internet, etc., et en même temps un héritage quand même qui reste existant de cette culture des parents, avec une hiérarchie par rapport aux sages et certaines formes de pratiques de culte. Donc là aussi, on pourrait assister à une forme de syncrétisme entre différentes cultures et qui aboutit à une autre culture qui a également ses codes et qui peuvent être intégrés au même titre que celle que j'ai présentée. Tout à fait. Donc on est sur la question du général Roisin sur les armées étrangères non françaises, européennes. D'accord. Nous avons en Guinée des fois les Américains, les Allemands et les Ukrainiens à l'armée de l'air qu'on a, et on ne les perçoit pas de la même façon que les Français. Parce que la plupart de ces pays qui viennent en Guinée, par exemple, ils sont obligés d'être avec les interprètes pour tout ce qui est cours, par exemple. Et parce que la Guinée est un pays francophone, on se fait tout en français. La différence, c'est qu'on a plus confiance, sûrement, jusqu'à présent, aux coopérants, aux Français, que d'autres, parce que souvent, ou les Ukrainiens, c'est des mercenaires, ou c'est un peu louche, mais c'est que les Français, on sait que c'est du sérieux, mais il y a juste ce problème de comportement que je disais tout à l'heure qui pose problème. À part ça, on le perçoit, les Français, très bien, contrairement aux autres pays européens. Parce qu'on se comprend déjà, il n'y a pas la barrière linguistique, on se comprend très vite, et parce qu'on a beaucoup historiquement en commun avec le français, plus que d'autres pays européens. Voilà. Bien, il est 11h24 et la pause se termine à 11h25. Donc, je vous propose de faire une courte pause de 5 minutes
Et on revient dans l'amphi à 11h30 pour écouter M. Viratel. Et à la fin de la conférence de M. Viratel, on posera des questions. Et à cette occasion, en général, mesdames, messieurs, si vous avez des questions à poser à Pascal Rey ou au commandant Doumbouya, vous pourrez le faire à ce moment-là. Donc 6 minutes de pause et on revient pour parler de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup.